Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'alignement d'intérêts entre les dirigeants et les actionnaires minoritaires d'une entreprise cotée, comment cette notion d'alignement d'intérêt a pu évoluer dans l'histoire et comment l'investisseur peut se servir de cette question d'alignement d'intérêt et de la gouvernance d'une entreprise comme facteur d'analyse complémentaire, on va dire ça comme ça. Louis Darvieux est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Amiral Gestion et vous avez non seulement travaillé sur la question, mais vous en avez tiré des conclusions pour Amiral Gestion en tant que société de stock picking. Vous êtes sélectionneur de valeur. Mais si on met un peu de perspective autour de cette notion d'alignement d'intérêt, moi, je comprends qu'il y a quelques années, c'était assez simple. Le dirigeant était aligné avec l'intérêt de ses actionnaires minoritaires, notamment, et que le seul intérêt des actionnaires, désormais, est un peu dépassé par ce qu'on appelle le stakeholder value, donc la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. C'est ce qu'il faut comprendre, Louis. Oui, tout à fait. Voilà, si on fait un peu l'histoire, c'était ces idées dans les années 70, américaines, de dire que la société devait être gérée exclusivement pour les actionnaires. Et donc, comment faire en sorte que le dirigeant prenne ses décisions comme ça ? Eh bien, on avait eu l'idée de lui donner des options, notamment. Donc, on ne lui demandait pas de prendre de risques, mais on se disait, voilà, il suffit de l'associer à la création de valeur des actions pour qu'il prenne ses décisions dans le bon sens. Et ça a marché, c'est comme ça qu'aux États-Unis, dans les grandes valeurs, la rémunération d'un dirigeant dans les années 70, c'était 20 fois le salaire moyen. Depuis les années 2000, c'est 300 fois. Wow. Donc, alors évidemment, il y a pas mal de défauts à ça. Donc, vous l'avez dit, le premier, c'est qu'on ne prend pas en compte les parties prenantes. Une société, évidemment, elle a besoin de bien plus que ses actionnaires. Donc ça, c'est un peu la notion traditionnelle d'intérêt social en France. Le deuxième inconvénient, c'est évidemment un peu ce côté inéquitable par rapport aux salariés. Donc, nous, c'est vrai que c'est notre engagement dans les entreprises dans lesquelles on investit de pousser pour des rémunérations raisonnables qui vont prendre en compte des facteurs extra-financiers pour les parties prenantes. Et puis, peut-être le plus important, c'est que les salariés soient associés à des systèmes de partage de profits et de participation au capital aux côtés des dirigeants. Voilà. Le troisième inconvénient qui est important aussi, c'est le mécanisme. C'est-à-dire que quand vous avez une option, comme on en dit, vous avez le potentiel, vous n'avez pas le risque, vous n'avez pas mis de capital au départ, et donc c'est pas la même chose. Et donc le risque, c'est qu'évidemment les dirigeants prennent des décisions trop agressives. Et ça, on l'a vu sur les compagnies aériennes, par exemple, avant le Covid aux États-Unis, et surendettent l'entreprise. Et en fait, si ça tourne mal, c'est justement de l'ensemble des parties prenantes, y compris les actionnaires, qui vont en souffrir. Et pas eux. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui se fait en Allemagne qui est intéressant, c'est que de plus en plus des bonus doivent être réinvestis en actions. Donc le dirigeant, il utilise sa rémunération variable pour acheter des actions, mais du coup, il met vraiment du capital pour être exposé à l'upside. Ouais, je comprends. Être incentivé sans risque sur la seule maximisation du profit ou du cash flow de l'entreprise trouve ses limites d'une certaine manière. Dans le monde aujourd'hui. Concrètement, ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que vous avez beaucoup travaillé, Louis, comment l'investisseur stock picker se sert justement de cette question d'alignement d'intérêts, des différents schémas qui peuvent être mis en place justement d'une entreprise à l'autre. Donc là, on est au cœur du sujet de la gouvernance. Concrètement, qu'est-ce que vous regardez, vous, aujourd'hui dans les entreprises ? Qu'est-ce qui caractérise un schéma constructif, favorable, on va dire, en matière d'alignement d'intérêts ? Et est-ce qu'on peut en déceler des signaux importants pour l'investisseur ? Alors oui, voilà, là on a parlé de la gouvernance, comment on essaye d'influencer pour que ça soit plus favorable pour tout le monde à long terme. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment on peut faire effectivement pour avoir des signaux d'analyse d'investissement. Ouais. Donc là-dessus, en fait, ce qu'on aime bien regarder, c'est tout simplement les transactions des dirigeants, d'achat ou de vente. Pourquoi ? Parce que y a l'idée qu'il y a une asymétrie d'information. Les dirigeants sont les mieux placés pour savoir quelle est la valorisation de leur entreprise. Les Américains appellent ça les insiders. Voilà, insider trading.
suit l'argent des insiders. Exactement. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau du marché comme au niveau des entreprises individuelles. Au niveau du marché, vous avez quelque chose, par exemple, qui est très frappant depuis à peu près juin 2020. C'est que dans les parties les plus à la mode du marché, les grandes valeurs technologiques, américaines, on n'a jamais eu autant de ventes par les dirigeants de leurs propres titres. À l'inverse, dans les parties moins à la mode, et notamment en Europe, dans les PME, vous avez jamais eu, on le voit dans nos portefeuilles, autant d'achats d'actions. Donc ça, c'est un phénomène qui est très intéressant. Mais en termes sur des entreprises, pour choisir des entreprises, c'est aussi très intéressant. Cas par cas. Parce que d'abord, ils sont obligés de publier leurs transactions. Donc, et on pense que c'est encore quelque chose qui est parfois sous-estimé par le marché, donc on passe beaucoup de temps parce que quand un dirigeant achète un titre, pour nous, c'est l'alignement parfait, si vous voulez. Il le fait vraiment dans les mêmes conditions que nous, sur le marché. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'un dirigeant qui vend des actions, c'est forcément un signal vendeur pour l'investisseur ? Est-ce qu'un dirigeant qui achète une fois des actions, est-ce que c'est forcément un signal acheteur ? C'est-à-dire, voilà, comment on rentre un peu dans le détail de ce facteur de transaction des dirigeants vis-à-vis de leur participation au capital ? Parce que j'imagine, il faut regarder quand même l'historique. C'est pas une transaction qui fait une décision pour l'investisseur. Oui, tout à fait. C'est toute une configuration qu'il faut analyser. Alors, par exemple, les ventes, c'est moins parlant parce que vous pouvez avoir d'autres bonnes raisons de vente que d'être pessimiste sur votre entreprise. Ça peut être des questions patrimoniales, personnelles Alors, ça peut être parce que vous avez besoin d'acheter votre résidence principale. Ça peut être parce que vous avez besoin de payer vos impôts, etc. Donc, ça, c'est pas forcément le signe d'un pessimisme. Mais côté achat, il faut aussi voir d'autres critères. Il faut d'abord que ce soit significatif, parce qu'il y en a qui trichent, qui savent bien qu'ils sont regardés, donc ils vont acheter quelques actions. Ça, c'est très mauvais, parce qu'en fait, c'est en général pour cacher les mauvaises nouvelles. Et c'est d'autant plus intéressant quand vous avez justement un secteur qui n'est pas à la mode, qui est mal aimé. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre pourquoi c'est potentiellement pas cher et que vous voyez bien qu'est-ce qui pourrait s'arranger. Donc, pour vous donner des exemples, par exemple, on a un cas vraiment typique, ça a été Iliad. Iliad, en 2019, c'est un cours qui était passé de 240 € à 80 €, donc un effondrement. Le marché détestait cette valeur. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Xavier Niel qui a commencé à racheter des titres sur le marché de façon de plus en plus significative, entre 80 et 120 €. Ce qu'on ne le voyait pas faire précédemment, non, ça. Tout à fait. C'est quelqu'un qui avait plutôt vendu historiquement. Il y a 240 €, il avait vendu ce titre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un secteur pas à la mode. Le marché n'aimait pas les très gros investissements, mais très clairement, qui rachète autant, ça montrait qu'il était vraiment confiant dans ses investissements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les résultats opérationnels se sont améliorés, les résultats financiers se sont améliorés, et il a fini même par acheter l'ensemble du capital à 182 €. Donc c'est un très très bon exemple de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Oui. Et justement, quand un dirigeant se met à racheter et qu'au final, il se dit pourquoi je ne rachèterais pas tout, est-ce que pour vous, en tant que minoritaire, aux côtés d'un dirigeant qui agirait de cette manière-là, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle ? Est-ce que le fait de proposer un prix aux minoritaires pour sortir l'entreprise de la cote, est-ce que ça peut aussi impliquer, je ne sais pas, un peu de déception aussi peut-être ? Alors si, c'est le problème, c'est que quand ils rachètent tout, on se retrouve de nouveau face à eux, on n'est plus alignés de nouveau. Donc ce qu'on préfère, c'est qu'ils rachètent un petit peu, qu'ils nous laissent aller avec eux. Donc là, effectivement, c'est le cas qu'on a eu, par exemple, avec Hunter Douglas, une autre société un peu dans le même genre. La société a essayé de se retirer de bourse à 64 €. Donc c'est des stores pour les maisons, c'est ça, Hunter Douglas ? Voilà, c'est un leader mondial des fabricants de stores, moins connu en France qu'Iliad, mais c'est une société, un leader mondial. Le cours était à 50, ils ont fait une offre à 64, ils n'avaient jamais racheté dans le marché. Tout d'un coup, ils font une offre comme ça. Et en fait, donc là, il faut avoir la capacité de se défendre, je dirais, en bourse. Parce que c'est un peu un deal à prendre ou à laisser, quoi. C'est-à-dire, on n'a jamais acheté sur le marché, on propose un prix et messieurs les minoritaires, c'est ce prix-là, quoi. Voilà, exactement. Donc il faut là se regrouper avec d'autres actionnaires éventuellement pour pouvoir pour éviter la sortie de côte trop rapide. Et de fait, pareil, ce qui s'est passé, c'est que les résultats ont explosé, ils ont triplé en un an. Donc la société a fini par être sortie de bourse à près de 175 €. Donc ils ont réévalué
réévalué quand même plusieurs fois le prix. Donc ils ont réévalué, heureusement. Hein. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce qui caractérise un terrain favorable? Enfin, dans quel type d'entreprise vous retrouvez ce genre de bonnes pratiques, en l'occurrence, sur le plan de l'alignement d'intérêts avec des managers qui sont capables effectivement de justifier leurs transactions dans un sens, dans l'autre, et de laisser leur place aussi aux minoritaires? Donc c'est là où ça s'analyse vraiment dans le temps. Hein. C'est là où la réputation d'une entreprise, la proximité qu'on peut construire avec un management dans le temps est très importante pour évaluer aussi évidemment la pertinence de leur compréhension dans l'allocation du capital. Hein, parce qu'évidemment ils peuvent faire des erreurs aussi. Donc c'est cette mise en contexte qui va être très importante. Dans le cas de Xavier Niel, par exemple, on savait que c'était quelqu'un qui est un très grand investisseur, en dehors d'être un grand capitaine d'industrie, d'être un visionnaire dans les télécoms en France. C'est quelqu'un qui a aussi fait fortune par ses investissements en Silicon Valley. Donc on sait que c'est quelqu'un qui comprend bien l'allocation du capital. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui va faire partie de l'analyse. Ouais. Est-ce que le terrain favorable, on le trouve dans des entreprises où le capital ou une partie du capital est détenue par une famille? C'est souvent un reproche. Alors, c'est un grand thème sur le marché, le capitalisme familial, mais une des faiblesses, c'est souvent que les minoritaires ont l'impression de ne pas toujours être traités justement correctement par rapport au capital historique familial d'une entreprise. Alors tout à fait, ça peut être un risque quand le capital est contrôlé par une famille que il n'y ait pas forcément les mêmes priorités, qu'on soit plus dans une gestion patrimoniale, etc. Et c'est là où des rachats d'actions peuvent être intéressants. Quand le capital est contrôlé, ce n'est pas forcément le dirigeant qui va racheter lui-même en bourse. Il suffit que l'entreprise rachète ses propres actions. Et c'est typiquement justement un signal d'alignement avec les minoritaires. Donc c'est ce qu'on a vu par exemple dans cette configuration avec des sociétés comme la Galaxy Vivendi et Bolloré, où Vivendi a racheté ses titres sur des niveaux dépréciés pendant des années. Le marché n'y croyait pas. Et puis finalement, il y a eu ces actions qui ont permis de faire monter la valeur avec des spin-offs et des bonnes décisions pour le capital. Mais on avait ce signal avant de la famille qui s'est renforcé en direct ou via la société. Oui. Et pour conclure, Louis, ce facteur transactionnel, là, les transactions du ou des dirigeants, c'est pour vous un facteur d'analyse automatique, systématique pour chaque investissement chez Amiral Gestion? Alors oui, c'est systématique. On y porte beaucoup d'attention. Après, évidemment, c'est pas un absolu. Hein. Il y a toute une analyse quantitative, qualitative, ESG qui est évidemment en soutien. Mais c'est quelque chose à laquelle on porte beaucoup d'attention. C'est systématique. Merci beaucoup Louis d'être venu nous éclairer. Cette question d'alignement d'intérêts qui rejoint les problématiques de gouvernance des entreprises aujourd'hui et l'intégration des parties prenantes, et puis le facteur transaction du ou des dirigeants, insider comme on dit, qui est un facteur d'analyse parmi d'autres aujourd'hui pour l'investisseur. Louis Darvieux qui est avec nous en plateau, gérant chez Amiral Gestion pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.